les grandes familles, riches depuis des générations, elles associent une certaine élégance à la manière de faire les choses. Moi, j'ai une cliente, moi j'étais stagiaire, j'étais rien du tout. Elle m'a écrit une lettre manuscrite pour savoir comment j'allais. Elle habitait aux États-Unis. C'est une personne âgée, mais parce qu'elle a eu un moment sympathique avec toi, elle dit vous donnerez ça au jeune homme Marc qui travaille à l'accueil au Ritz. Et puis parfois, tu as le cliché du nouveau riche qui, pour lui, accéder au Ritz, c'est aussi un statut, une réussite sociale. Et donc, tu vois, tu as parfois des personnes, tu sens qu'ils n'ont pas l'habitude du haut de gamme, parce qu'à peine ils rentrent dans le restaurant, ah ben il y a une fissure sur le mur, ah ben la table elle a une petite fissure, ah ben ça fait ancien. Ah ben sur votre carte, il n'y a pas assez de choix. Et en fait, quand tu fais du haut de gamme, que tu fais des produits faits maison, que tu fais des produits travaillés le jour même, que tu travailles avec le retour du marché exactement, que ton bâtiment, c'est un bâtiment historique, patrimoine que tu conserves. Et le luxe n'a jamais été la perfection. C'est l'histoire que tu racontes. Et quand tu n'es pas habitué à ça, et que c'est la première fois que tu viens dans 5 étoiles, tu compares ton imaginaire de qu'est-ce qu'est un 5 étoiles à la réalité des 5 étoiles. En France, pour y avoir vécu très longtemps aussi, on a très peu d'images de personnes noires qui sont des figures de réussite. Et je pense que ça joue aussi dans l'imaginaire des petits garçons, des petites filles. Si les seuls profils de réussite qu'ils ont, ce sont des footballeurs ou des rappeurs, on a l'impression que c'est qu'un cycle qui se perpétue. On a de plus en plus de talents dans le foot, de plus en plus de talents dans le cinéma, enfin dans le rap, dans la comédie, ce genre de choses. Mais des gens comme toi ne sont pas visibilisés. Et ça n'aide pas à créer un narratif différent. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, les plateformes comme les tiennes, Investir au pays, je me rappelle, on s'est parlé il y a quelques années. Oui, maintenant, oui. C'était pas 1 million d'abonnés comme aujourd'hui. C'est vrai. Et donc, tu y as cru et tu t'es investi malgré vents et marées, critiques et remarques. Ouais. Et tu as parfaitement raison. Les symboles de réussite, généralement, que tu as quand tu es jeune dans les quartiers, c'est souvent du sport ou du divertissement. Tu es cantonné à ce narratif-là. Mais par contre, dans la culture haïtienne, réussir, c'est avocat, docteur, directeur. C'est ça les symboles de réussite, hein, ou éventuellement pasteur. C'est pas être footballeur ou autre. Donc déjà, moi, j'ai été biaisé positivement par ça. Et j'aimerais aussi encourager justement dans les communautés ici du continent africain, de la Caraïbe, à plutôt supporter nos têtes d'affiche, les encourager, même si elles ne sont pas parfaites. Mais de ne pas forcément pointer du doigt les petits défauts avec sévérité, mais de dire, OK, au moins, cette personne, elle a essayé, elle a fait quelque chose, c'est peut-être pas parfait, mais si elle montre la voie, le marché est assez grand. La démographie africaine, elle est exceptionnelle. La croissance démographique est exceptionnelle. Les ressources naturelles sont incroyables. L'effervescence, les littoraux, il y a un potentiel exceptionnel, il y a de la place pour tout le monde. Valorisons nos têtes d'affiche, nos designers, nos créateurs, nos musiciens, nos businessmen, nos juristes, nos entrepreneurs. Valorisons-les parce que comme tu l'as si bien dit, créer des figures de réussite qui te ressemblent, ça te motive. Et moi, j'avais une figure de réussite qui s'appelle Eric, qui est un Français d'origine camerounaise et qui était directeur d'un hôtel de 800 chambres à Paris. Il avait, je crois, 27 ans, 28 ans. Ah oui? Et moi, j'ai regardé Eric, j'ai dit, mais moi, je vais être comme Eric. Il était classe, élégant, bien habillé, il parlait bien. Et je me suis dit, je vais être comme Eric. Il y en a d'autres que j'ai pris en modèle comme ça. Mais ça aide, ça motive. Et avant, jusqu'à il n'y a même pas 1 ou 2 mois, je refusais de communiquer. Même une interview, même quand j'étais nommé directeur, je ne parlais pas parce que j'avais inconsciemment aussi cette crainte de la critique. Qu'à chaque fois, on te cantonne à un rôle. Ah, il est jeune directeur, mais qu'a-t-il fait pour devenir directeur? Comment ça se fait que lui et pas un autre? Et puis tu sais, dans nos cultures, on a peur d'attirer le mauvais œil. Mais aujourd'hui, je me suis dit, j'arrête de me concentrer sur ce qu'on dira de négatif. S'il y a une personne qui en tire un bienfait, une personne qui est inspirée, je m'en arrête là. Chercher les masses, parfois, ça te biaise et ça te déconcentre sur le fait de juste partager ton message sincèrement et passer à autre chose. Alors, tu fais une carrière fulgurante dans l'hôtellerie, tu te retrouves très jeune directeur. Tu n'as jamais été remis en question? Si, bien sûr. Déjà, j'ai été remis en question au moment où j'annonçais mon rêve. Ça veut dire qu'on dit souvent, n'annonce jamais tes projets parce qu'on va te les détruire. Ouais. Et moi, j'ai annoncé, je veux devenir directeur d'hôtel avant 30 ans. Je me rappelle quand j'étais à la cantine du Ritz et que je disais ça, on se moquait de moi, on disait que j'étais fou. Et moi, j'y ai cru. Et un autre exemple, quand j'ai été nommé directeur d'exploitation à 25 ans du Sofitel Ajaccio, quelqu'un m'a dit, tu n'y arriveras pas, le défi est trop grand pour toi, laisse tomber, on te renverra dans un bateau sur le port de Marseille. Ah ouais. Et moi, je lui ai dit, ok, j'entends, très bien, je respecte.
Et en fait, je savais que j'allais travailler dur. Je savais d'où je venais. Je savais que d'où je venais, avoir une opportunité d'être directeur, de mettre un costume tous les jours pour aller au travail, c'était une fierté. C'était mon match de Ligue des Champions tous les jours. J'étais ravi de ça. Et ce que j'ai apprécié de cette personne malgré tout, c'est que quand ça s'est bien passé, il m'a dit lui-même, Marc, tu m'as surpris. Donc, les remises en question, finalement, ça ne parle pas de toi, ça ne parle que de la manière dont la personne, elle te perçoit. Charge à toi de ne pas donner du crédit aux mots que dit l'autre. Dès lors où tu sais que quand quelqu'un s'exprime, il ne parle que de son prisme du passé, de sa vision, de ses ressentis, chaque chose que quelqu'un dit n'est qu'une confession. Donc ça parle plus de lui que ça parle de toi. Et ça, je sais qu'on me dit toujours, mais Marc, ça c'est théorique, ça te blesse, etc. Aucun souci, je comprends. Mais au moins dis-le toi une fois que ceci n'est que son opinion, il se confesse sur ses limites à lui-même, et toi tu continues, tu passes ton chemin. Un jour ça deviendra mécanique, et aujourd'hui maintenant je le fais de manière très mécanique. Et une autre raison de comment je gère l'adversité, c'est qu'en fait, quand tu es plus jeune et que tu es dans la communauté haïtienne et que tu te blesses au doigt ou autre, parfois ta maman ou ton père, ils vont te mettre un peu de citron sur ta blessure. Et ça pique, n'est-ce pas? Mais par contre, quand je te mets quelques gouttes de citron sur ta peau qui n'est pas blessée, ça te fait quoi? Rien du tout. Et je me rends compte que les critiques des gens, les observations des gens et les remises en question des gens, c'est comme des gouttes de citron. Ça peut faire mal que là où c'est déjà blessé. Donc en fait, si toi, tu es à l'aise dans ta peau, tu es confiant en toi et que tu te bats pour ça, peu importe ce qu'on te dit, ça te fera pas mal. Et je dis ça aujourd'hui à 35 ans avec mon vécu. Quand j'avais 25 ans, je prends le cas de Djabel Debbouze, il avait dit ça en rigolant. Il disait que moi, je laisse le sac de ma réussite devant la porte tous les jours parce qu'un jour, on va me venir toquer à ma porte et me dire que le rêve s'arrête et c'est fini. Quand il était plus jeune, il disait ça. Et moi, j'ai ressenti ça souvent. Quand j'étais nommé directeur d'exploitation, je me suis dit, mais dans 2 mois, on va me virer. Dans 3 mois, on va me virer. On trouvera n'importe quelle excuse pour me virer. Et c'est ce qui m'a donné envie de me sécuriser au cas où si on me virait. Et je me suis dit, quelle est la récompense que j'emporterai avec moi? Quel est le souvenir que j'emporterai avec moi d'avoir été directeur à 25 ans? Eh ben, c'était d'investir dans l'immobilier. On va arriver à ça. Mais c'est drôle quand même comme mindset, ça. C'est-à-dire que malgré tout ce que tu crois, tu rêves de ce poste. Et quand tu as le poste, tu te dis, ça peut finir à tout moment. Bien sûr, parce que c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on le vit à tout âge. Et moi, aujourd'hui, je suis confortable d'en parler. Quand j'ai eu mes postes de direction, tu te demandes, est-ce que je vais réussir? Mon discours va-t-il être impactant? Mes réactions vont-elles être dans le bon timing, au bon moment? Est-ce que je vais être crédible? Quand tu travailles avec quelqu'un qui est plus technique que toi, un chef de cuisine, un chef de réception qui maîtrise tous les logiciels, un barman qui connaît toutes les recettes de cocktails, une femme de chambre qui connaît toutes les procédures d'hygiène de comment nettoyer une chambre, tu es face à des techniciens qui maîtrisent bien plus que toi. Il n'y a pas de débat. Donc ça peut toucher ta confiance en toi lorsqu'on te contredit avec une technicité que tu ne maîtrises pas. Tout à fait. Ça peut te piquer. Tu vois, si tu es directeur et promoteur immobilier et que tu arrives sur un chantier, ton ingénieur, il te donne des aspects techniques que toi, un ancien financier ou autre, tu ne connais pas, ça peut te piquer. Tu peux avoir le syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est une lutte permanente contre ces croyances limitantes et ces pensées négatives, parce qu'en fait, il n'y a pas plus gros dégâts que les propres pensées négatives qu'on se dit à nous-mêmes dans notre tête. Moi, j'ai essayé de faire un nettoyage sur ça, parce qu'en fait, c'est comme si tu injectais dans l'épicentre de ton système de l'huile négative, en fait. J'entends les gens dire je suis trop nul, je suis... Exactement. Et ça, j'arrête de faire ça. Et au fur et à mesure, j'ai arrêté de faire ça. Mais je dis aussi la vérité. J'ai eu des mentors qui ont cru en moi, qui m'ont aidé à ça. Je prends l'exemple de Vincent Louis, qui est celui qui m'a donné ma chance pour devenir directeur de la restauration. Je prends l'exemple de Julie Grégoire, qui était ma marraine dans le groupe. La marraine, tu sais, symbolique, on faisait des parrains-marraines. Elle a cru en moi et elle m'encourageait. Et j'ai eu plein de directeurs comme ça qui ont cru en moi avant même que moi-même je crois en moi. Quand j'ai été nommé directeur général du Novotel Ibis Dakar, j'avais un directeur qui s'appelait Patrick. Un jour, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que tu as cru en moi pour devenir directeur alors que moi-même, je ne croyais pas à 100% en moi? Il m'a dit, Marc, avec la bouteille, on le détecte, on le voit. Donc, ce n'est pas nécessaire de croire en toi à 100% pour tenter le pari. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne se passe pas comme prévu et que tu apprennes quelque chose et que tu tentes autre chose. Aujourd'hui, je te dis ça facilement. Sur le coup, j'ai juste dû avoir le mindset de continuer. Mais aujourd'hui, demain, quelqu'un me demande, est-ce que je tente? Je dis oui. Est-ce que je me lance? Oui. Tente. Ne te limite pas. Juste pour que les gens s'en rendent compte, parce que nous, on voit ça de loin, mais je me dis, gérer des hôtels de ce niveau-là, c'est gérer énormément d'imprévus.
Je me rappelle, par exemple, ça c'est un truc qui arrive souvent, c'est-à-dire que tu es à l'aéroport, le vol, pour une raison ou pour une autre, est annulé, et vous vous retrouvez à être 300 personnes qui devaient être logées dans des hôtels. Oui. Et j'imagine juste, parce que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, quand on débarque à 23h, il faut qu'il y ait... En fait, les gens viennent étant énervés parce qu'ils ont raté leur vol. Tout ce qui peut déraper à l'hôtel peut être sujet à augmenter les tensions. C'est quoi, toi, les pires trucs que tu as vécu en termes de pression ou si tu t'en souviens? Écoute, je vais pas dire dans quel hôtel. Oui. Et je vais pas dire dans quel pays. Ok, d'accord. J'ai un ministre d'État en fonction qui est venu dans mon hôtel. Et quand il était venu en séminaire, il avait eu une certaine catégorie de chambre. Et ensuite, quand il voulait venir à titre perso, il a eu une autre catégorie de chambre plus simple correspondant à son prix. Et donc l'équipe l'a mis dans une chambre légèrement au-dessus, un petit surclassement, mais n'a pas pu faire le surclassement qu'il aurait voulu. Et là, la personne, vraiment, elle explose, elle est en rage, menace de quitter l'hôtel, et avec son pouvoir hiérarchique, a la capacité d'appeler très très haut, très très haut. Il a passé des coups de fil très haut. Wow. Mon N+4 a appelé mon N+3, qui a appelé mon N+2, qui a appelé mon N+1, qui m'a appelé. Et là, tu reçois toute la pression du monde. Ton hôtel est complet. Tu ne peux pas déloger quelqu'un physiquement pour le mettre. Et à l'époque, on me disait, tu te débrouilles. Il faut qu'il puisse loger. Trouve une solution. Te débrouilles. Et toi, tu es là. Il y a les hautes fonctions d'un certain état qui sont là face à toi. Toi, tu te dis, là, je me suis dit, je vais perdre mon job. Là, physiquement, je me suis dit, d'accord, c'est mon dernier jour. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu un de ces grands patrons qui m'a appelé. Quand ça s'est fini, on a géré, on a trouvé une solution. Il m'a dit, Marc, t'inquiète pas, c'est le métier qui rentre. Et tu vois, cette petite phrase-là venant de quelqu'un d'aussi haut placé, ça m'a fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et par rapport à ce que tu disais, il y a beaucoup d'imprévus dans l'hôtellerie. En fait, l'hôtellerie, c'est quels sont les imprévus que tu vas gérer demain. C'est même pas est-ce que ça va bien se passer. C'est de se préparer aux imprévus. C'est pour ça que mes managers qui étaient obstinés par « je veux que ça se passe bien », je leur dis « vous faites du mal. Dites-vous, qu'est-ce que je vais gérer aujourd'hui ?» C'est le fameux dicton, à la place de souhaiter qu'il arrête de pleuvoir, souhaite d'avoir différents types de parapluies. Et tu pourras gérer. Il faut changer ce que tu souhaites. Et moi, j'arrivais le matin, amenez-moi les problèmes. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Très bien. On traite, on trouve une solution. Qu'est-ce qui ne va pas? On traite, on trouve une solution. En essayant au minimum de s'agacer, au minimum de perdre patience, parce que cette énergie-là, tu la transmets à tes équipes, en fait. Donc, et quand j'arrivais à m'agacer, ou que parfois je m'emportais, ou que parfois je le gérais mal, parce que ça m'est arrivé aussi, il faut dire la vérité, je m'en voulais le soir et je me promettais que la prochaine fois qu'au 15e dossier, je m'agace, cette fois-ci, je m'agacerai au 25e dossier. La prochaine fois, au 30e dossier. J'aurai 30 dossiers d'endurance avant que ça m'agace. Et j'ai repoussé la limite jusqu'à ce que j'évite que les choses m'agacent aujourd'hui. Donc les imprévus, c'est aussi coacher ton équipe à l'imprévu. Je dis toujours, quel est le niveau de planification que tu mets dans tes réunions? On va organiser une soirée dans 3 jours, ok? Ou dans 2 mois. À quoi vous pensez? Et si il pleut? Et si le prestataire qui loue les chaises, il ne vient pas? Et si celui qui livre la lumière ne vient pas? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan B? Ils me disent, ah d'accord, appelle quelqu'un qui peut être disponible à la dernière minute, même si c'est moins qualitatif, garde-le en stand-by. Si jamais l'artiste ne peut pas venir, est-ce que tu as un DJ à disposition? En fait, l'imprévu, essaye de minimiser le risque d'imprévu, et qui plus est sur le continent africain. Donc moi, toute personne qui vient me voir avec un business plan, tu t'imagines, les gens viennent te voir, toi aussi souvent, j'ai un business plan, je veux lancer mon restaurant, je veux lancer mon business, je veux faire mon immeuble, etc. Je dis là, tu m'as présenté le plan A, ça ne m'intéresse pas. Présente-moi le plan B, le plan C. Que se passe-t-il si? Et je l'embête avec ça. Et souvent, ils croient que je ne crois pas dans leur projet ou que je les décourage. Je dis non, je te forge pour que quand l'adversité viendra, ça te paraîtra comme rien du tout.